Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. C'est la journée où est-ce que le football est à son meilleur. Parce que comme, tu sais, le Super Bowl, là, t'as le pre-game, le show de la mi-temps, tu sais, c'est too much. Mais pour le football, là, dimanche, c'est la meilleure journée de l'année. Ça, honnêtement, ça me fait mal au cœur un peu, pour vrai. Ça me fait mal au cœur. Mais bon. Dommage. Fait que C'est qui gagne? C'est dur à dire, mais j'ai pas fait. En fait, je vais pas me prononcer parce que j'ai pas fait mon analyse encore. Okay. Je suis un petit peu dans le gambling puis dans les pools de football puis tout. Okay. Là. Fait que faut que je fais mon analyse le mercredi normalement. Okay. Non, j'arrête de te demander des questions. c'est bon. Fait que je vais commencer juste en disant comme Jordan, bienvenue à Temps d'arrêt, puis on passe ça. C'est bon? Ouais. Jordan, bienvenue à Temps d'arrêt. Merci de prendre du temps en pleine rédaction de thèse de doctorat. Comme j'apprécie beaucoup le geste, c'est très généreux de ta part. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir. Ça fait plaisir d'être ici. Ouais, ben, je pense que ça va être super intéressant comme conversation. Puis à toutes les fois qu'on a eu échangé un petit peu à travers les conférences, dans différents endroits, dans différents moments de la journée, ça peut être le soir quand même tard, ça peut être en plein de la journée. Ça a toujours été super riche. Mais la première question que je poserais pour toi, parce que justement, j'en ai parlé, tu sais, comme tu es en plein milieu de ta rédaction de thèse. Comment ça va, ça? Tu es rendu où un peu dans la rédaction de ta thèse? Là, on s'apprête à soumettre la version initiale de ma thèse vendredi, si tout se passe bien. Ouais, merci. Il va encore rester à faire ma défense, ce qui va être dans le coin du milieu mars. Puis ensuite, je vais pouvoir compléter la version finale de ma thèse. Puis ça va être tout. Mais là, pour l'instant, côté écriture, moi, ça fait depuis octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 4 mois là, que je suis ici dans cette pièce où je ne bouge pas de mon bureau, puis tout ce que je fais, c'est j'écris. Ça finit vendredi, puis j'ai hâte. Vraiment, là, comme puis, pour avoir été là-dedans comme en novembre 2019, pour moi, ça a été l'écriture, en fait, c'était plus mai, juin, juillet 2019, là, vraiment intense. Okay. Comme là, t'en es rendu où? T'es-tu rendu à faire les dernières corrections? T'es-tu rendu à écrire ta conclusion? Qu'est-ce que tu fais précisément? Tout est écrit, mais là, je suis en train de faire des mini-révisions. Fait que mon superviseur, comme tout approuvé, autre que ma discussion générale. Ce qui reste encore un peu d'amélioration à faire dans certaines sections. Mais autre que ça, c'est plus question. Maintenant, il reste quelques jours à faire des lectures au complet de la thèse, 200 quelques pages, pour être sûr qu'il n'y a pas de typo, de petites erreurs qui vont nuire à la présentation de ma thèse. Ouais, c'est vraiment un travail de moine. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que les gens, ils vont vraiment arriver, puis tu le sais, là, parce que tu l'as vécu, puis tu t'en as vu d'autres, mais tu sais, ils vont arriver et vont se dire, à la page 188, ligne 32, tu as écrit tel mot, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Puis ça, c'est complètement débile. Tu es 3 heures en avant des gens qui vont juste te blaster là-dessus un petit peu. Mais là, on met de côté un peu le côté, on doit mettre de côté un peu le côté négatif, on met ça de côté. Qu'est-ce qui en ressort à date? Justement, tu me disais que tu étais dans la discussion générale. Il y a plusieurs articles, puis j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu, toi puis moi, mais qu'est-ce qui ressort un peu de ta discussion générale? Parce que ça, c'est un bout de quand même le fun d'écrire sa discussion. Oui, ça peut être le fun, mais ça peut être un gros challenge aussi, là, tu sais. Surtout en académie, on s'habitue à écrire des discussions qui sont vraiment beaucoup dans les détails. Tu sais. Mais une discussion générale, un doctorat, tu es rendu en train de penser un peu plus big picture. Puis ça, je trouve que ça peut être un challenge. Mais ça fait une bonne préparation pour un podcast aussi. Ouais. Alors, où est-ce que j'en suis rendu? Tu parles un peu peut-être comme conclusion de ma thèse ou on parle de comme... Ouais. Bref, là, si je te peux le dire en quelques mots, c'est l'importance de notre réseau de développement, ce qui est la fondation de ma thèse, mais l'importance des gens que tu t'entoures dans ton environnement, côté professionnel, qui peuvent te donner de l'information, t'aider dans un peu ton cheminement comme professionnel. Là. Puis, quelle sorte de gens tu veux dire? Parce que là, tu me dis des gens dans ton réseau, comme ça peut être vague pour certaines personnes, mais comme qu'est-ce que tu veux dire par des gens dans ton réseau? Tout le monde. Tout le monde? Ah ouais, hein? Oui, regarde, je veux dire, on peut rentrer un peu plus de détails. Là. Je ne sais pas si tu avais des questions préparées un peu plus tard, mais
ce qu'on est vraiment ressorti de mon doctorat, c'est que la plupart des personnes, surtout moi, j'ai regardé au réseau de développement dans différents contextes, mais si on prend plus spécifique au coaching, les entraîneurs sportifs au niveau élite, ils voient de la valeur dans presque tout le monde dans leur environnement. Comme tout le monde a contribué d'une manière ou d'une autre à leur développement. Fait que, on parle, OK, oui, leurs collègues, les autres coachs, disons un coach en chef va peut-être parler de leur assistant coach, un assistant coach va peut-être parler de leur coach en chef, ils vont peut-être parler de management, le directeur général ou le athletic director, ou peu importe, il y a du monde vraiment dans la vie professionnelle auquel ils vont avoir un impact sur leur développement tant que acquérir de l'information envers le coaching ou bien de se faire engager à certains endroits, mais ils vont même parler de comme leur famille, leur femme, le support qu'ils reçoivent de leur femme ou leur partenaire. Il y en a qui ont même parlé de leurs enfants. Même juste le fait d'avoir des enfants. Puis je suis sûr que peut-être toi, tu peux, là, tu m'as dit que tu as 2 enfants, tu peux commencer à voir comment avoir des enfants, ça a eu un impact sur ta vie tant que professionnel. Veux pas, ça change ton approche. Il y en a d'autres qui parlent de leurs amis, il y en a d'autres qui parlent de... Je te dis, pense à n'importe qui. Je pense qu'il y en a un qui a inclus son chien. Comme tu sais, on parle, c'est un peu outside of the box, mais tu sais, on est affecté par tout le monde dans notre environnement. Il y a une citation, moi, que j'aime beaucoup, c'est It takes a village to raise a child. C'est un peu la même idée. C'est pour te rendre au meilleur niveau de succès, ça prend un village de support. Mm-hmm. Puis, il y a plein de points intéressants que tu viens de mentionner, puis on va revenir à quelques-uns d'entre eux, mais je partirais du dernier commentaire que tu as fait, puis je reviendrai un peu à la première chose que tu as dit, où est-ce que, tu sais, ça prend comme un village en tant que coach pour avoir du succès. C'est un peu la conclusion de ce que tu viens de nous dire. Mais là, comme tu t'as dit, tu as glissé quand même rapidement, comme, tu sais, tu as étudié des entraîneurs de sport élite, là, comme plus précisément, comme je sais qu'il y a des ententes de confidentialité, là, tu ne peux pas rentrer dans les détails de ils travaillaient pour telle organisation, tel poste, mais les grandes lignes, c'est quoi les grandes lignes des gens que tu as étudiés là, durant ta thèse? Au niveau professionnel, niveau universitaire, niveau olympique, j'ai des coachs dans mes participants qui ont gagné des médailles olympiques, médailles paralympiques. J'ai des coachs qui ont encore, je dirais peut-être pas nécessairement le sport en particulier, mais au niveau professionnel. Mais il y en a plusieurs aussi qui étaient au niveau universitaire. Tant qu'étudiant encore au doctorat à l'université, normalement, c'est les participants un peu plus faciles à atteindre. Mais ça a déboulé, puis j'ai réussi quand même à atteindre plusieurs entraîneurs dans différents contextes élites. Uh-huh. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que tu as rejoint plusieurs segments de ce qu'on appelle le sport d'élite. Le niveau universitaire, les Olympiques, les Paralympiques, et ensuite de ça, tu as le côté professionnel aussi. Quand tu as touché à ces 4-là, c'est pas mal les 4 sphères de sport de haut niveau. Là. Après ça, il n'y a pas vraiment d'autres sports de haut niveau, d'autres catégories. Mais moi, un point que je trouve que c'est super intéressant, puis ça fait un lien avec, un des exercices que je fais souvent avec mes coachs quand je commence, c'est de faire leur autobiographie, fait que revoir un peu leur histoire, pour voir comment est-ce qu'ils ont développé en tant que coach. Mais là, une des choses que tu mentionnais tout à l'heure, puis ça fait des liens avec un peu les travaux de Bettina Callary, où est-ce que tu mentionnais, ben moi je l'appelle comme ça, la socialisation primaire. Comment est-ce que les parents, comment est-ce que la famille proche semble jouer un rôle, puis les enfants jouent un rôle dans les coachs. Mais pour moi, c'est curieux parce que tu es un coach de Ligue nationale de hockey, tu travailles avec 26 athlètes qui ont quand même ça, mais c'est pas nécessairement la même chose que ta famille. Fait que, peux-tu nous faire le lien un peu entre les deux? Comment est-ce que ces liens-là vont justement informer ta pratique de coach? C'est pas nécessairement un complément direct. Là. C'est pas comme tu vas aller voir ta mère, puis ta mère va te donner un conseil sur comment appliquer genre une nouvelle connaissance. C'est beaucoup plus indirect. C'est comme qui tu es est basé sur tes expériences quand tu es jeune. Fait que tes parents ont évidemment un impact sur ton cheminement et ton développement et il va avoir un impact vraiment important sur quel genre de coach que tu vas être. Fait qu'il y a beaucoup de coachs qui vont développer leur philosophie de coaching et leur philosophie de coaching va être beaucoup basée sur les caractéristiques et les valeurs qu'ils ont développées
à travers leur cheminement. Fait que de cette manière-là, les coachs ont beaucoup parlé de l'importance de leurs parents puis les valeurs qu'ils ont apportées dans le coaching présentement, dans leur méthode de coaching, là, si tu veux. Fait que, parents, de ce côté-là, c'est surtout ça. Côté enfant, souvent, c'est perspective. Sinon, il y avait une citation qu'un de mes participants a donnée, c'est il y a eu des enfants avant de devenir un coach, puis il dit que ses enfants, c'était sa première équipe. Fait que, de cette manière-là, il a pu apprendre un peu à diriger une équipe pour la première fois à travers ses enfants. T'sais. Là, il a aussi mis en lien que ses athlètes aussi, c'est comme ses enfants. Fait que de cette manière-là, il y a eu un peu une connexion. Puis sinon, si on parle vraiment comme côté plus partenaire, les participants ont parlé beaucoup aussi de comme ils ne pourraient pas faire ce genre de travail s'il n'y avait pas le support de leurs partenaires. Parce que le coaching, c'est un travail qui est très demandant, beaucoup de voyagements, etc. Puis sans avoir un partenaire qui est à 100% là avec eux, en termes de support, ce serait compliqué. Ça, c'est indéniable. Là, je veux dire, je pense que tu l'as vécu dans ta vie. Moi, je l'ai vécu dans la mienne aussi en tant que coach. Comme le nombre d'heures que ça nous demande durant une saison, la quantité de vidéos que tu vas faire, les heures de déplacement sur la route aussi. Comme c'est incroyable là, dans la vie. Puis comment ça peut avoir un impact sur la famille ou sur ta propre vie personnelle pour ça. Puis ça fait un lien, dans le fond, avec un article pour les gens qui ne le savent pas nécessairement. Comme je pense qu'il y a un article qui est en publication ou quelque part là-dedans. Donc, Lefebvre, Bloom et Duncan que tu m'as envoyé dans les derniers jours. Je l'ai lu justement ce matin. Puis un peu en lien avec ce que tu mentionnais, moi, puis là, je vais mal te citer, mais bon, je suis avec l'auteur du papier, fait que tu me corrigeras si ça le vient. Mais bon. À un moment donné, il y a une mention comme de quoi que dans la littérature sur les réseaux de développement, donc comment est-ce que notre environnement a une influence sur notre progression à nous, il y a une mention comme de quoi que si on augmente la grosseur de notre réseau, ça a un lien direct avec notre succès. Puis là, peut-être que je simplifie les choses, mais est-ce que tu pourrais un peu décomposer tout ça? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Puis est-ce que c'est vraiment ça la conclusion? C'est une bonne question. Ce qui est vraiment unique de l'approche du réseau de développement, c'est un peu la fondation de théorie là-dedans. Je vais répondre à ta question, mais un peu indirecte. Le fait que tu considères le réseau au complet et pas les individuels dans l'impact du développement de quelqu'un, comme si là, on parle de comme un mentor. Le mentorat, c'est super important. Le monde reconnaît ça comme une relation qui a vraiment un impact important sur le développement de quelqu'un. Mais quand tu regardes juste la relation d'une personne, tu ne vois pas genre the big picture. Le réseau de développement, ce que ça fait, c'est que ça prend en considération tout le monde qui a un impact. Ça fait en sorte que tu as une meilleure compréhension au niveau un plus haut niveau de comment que quelqu'un développe à l'aide d'influence sociale. Ce que ça fait, c'est qu'on peut commencer à regarder des concepts comme la grosseur du network ou la diversité du network, ou il y a un concept qui s'appelle reachability, ce qui est un peu l'idée de c'est qui est dans ton network, puis eux autres, ils ont accès à quelle information. Est-ce que c'est du monde qui sont considérés des experts? Est-ce qu'eux autres ont accès à d'autres experts qui ont de l'information privilégiée? C'est des trucs un peu qu'on ne peut pas vraiment retrouver dans la recherche qu'on fait avec le mentorat. C'est ce qui fait que cette théorie-là est vraiment intéressante. Là, pour revenir spécifiquement à ton